dans les pays plus évolués que les nôtres, tels que les États-Unis, tels que, bon, en Afrique, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Sierra Leone, il y a une dizaine de pays qui ont adopté des dispositifs institutionnels qui contraignent les autorités publiques et toute personne exerçant une mission de service public à répondre à la demande d'information par un citoyen ou par les journalistes. Dans notre pays, vous le savez, il n'existe aucun mécanisme de ce type-là. Les types de moyens de communication entre les pouvoirs publics et les citoyens, c'est une communication top-down. C'est-à-dire que si je vais parler les pouvoirs publics, ils entendent généralement soit venir réagir aux choses qui ont été publiées pour dire c'est faux, ça l'est pas, mais quand vous enquêtez, et c'est de ça c'est vraiment le nœud gordien. Le rôle du journaliste, même en reportage, quand on collecte, les anglo-saxons parlent de investigative report. Oui. Quand vous collectez l'information, c'est une manière d'investigation. C'est-à-dire que le journalisme au quotidien, c'est de l'investigation. C'est-à-dire vous interviewez les gens, vous vous déplacez, vous allez vers les gens, mais si ces gens-là ne vous rappellent pas, vous m'avez sollicité, parce qu'il y a cette journée, quelqu'un vous a dit, il est expert. Moi, j'ai travaillé dans le groupe africain sur les questions d'accès à l'information, un groupe qui était composé à l'époque de 11 membres. Et nous avons fait adopter par la direction de l'information et de la communication de l'Union africaine un avant-projet de loi modèle sur l'accès à l'information. Et cet avant-projet de loi modèle est disponible, mais malheureusement, aucun pays de l'Afrique centrale. Je préfère dire de l'Afrique centrale et vous comprendrez que le Cameroun est l'Afrique centrale. Nous gossons souvent de dire des autres en disant nous sommes les leaders de l'Afrique centrale. Le Cameroun n'a même pas un début de cadre de discussion pour envisager d'adopter une telle loi au Cameroun qui contraindrait les responsables publics qui sont sollicités par les citoyens, qui sont sollicités par les journalistes, qui sont sollicités par les journalistes dans le cadre de l'exercice de leur profession, qui sont sollicités par les citoyens dans le cadre de leur droit d'accès à l'information authentifiée à travers et donc de vérification d'un certain nombre de données. Si vous le permettez, dans cette ville, si on vous dit que le carrefour Masson, prenons le carrefour Maïtur. On vous dit c'est une route qui a été bitumée il y a peut-être 2 ou 3 mois. Une semaine après, je pense même pas que ça n'a pas, il ne s'est pas passé une semaine. Oui. Elle est à nouveau dans l'état précédent. C'est-à-dire elle ne ressemble pas à une route où une entreprise de bâtiment des travaux publics y est passée. Si vous interrogez la communauté urbaine de Douala ou la mairie de Douala 5e, je ne sais pas qui est compétent, je joue les bêtes, personne ne va vous dire quelle était la nature du projet qui était prévu dans cette localité. On va simplement vous dire les citoyens camerounais sont des inciviques, ils ne savent pas utiliser les infrastructures publiques, alors que la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de donner le meilleur pour que la vie des citoyens puisse être facilitée. Et pour avoir le meilleur, les journalistes, les citoyens doivent tenir les pouvoirs publics accountable, doivent les interroger, doivent apprécier leurs actes, leurs décisions en les interrogeant, en questionnant pas de open letters, ou bien en tout cas pas des lettres ouvertes, mais aussi pas des questions, les questions à travers les journalistes. Alex Gustave Azebazé, est-ce que c'est pas pour résoudre ce problème que des cellules de communication ont été mises sur pied dans différents ministères et organismes pour davantage faciliter l'accès entre les hommes des médias, en fait, l'échange entre les hommes de médias et les institutions, et nous permettre, parce que nous sommes concernés, de détenir l'information que nous souhaitons avoir. C'est une manière de voir. Ça pourrait être une façon pour les institutions de résoudre ce problème. En termes d'agencement institutionnel. Et évidemment, personne ne peut demander à une institution que son plus haut responsable soit tous les jours au téléphone avec les journalistes ou avec les citoyens. Il y a des services
spécialisés pour être l'interface entre eux. Mais autant ça existe, les cellules de communication, autant, tout à l'heure je parlais de 90 fois sur 100, autant 50 à 60 fois sur 100, quand vous interpellez un responsable de la communication d'une institution camerounaise, je préfère parler du contexte que je connais. Moi, je suis journaliste depuis 30 ans. Il ne se sentira jamais obligé, il ne vous répondra que pour autant qu'il trouve l'intérêt de son, comment je l'ai dit, de son administration ou de son organisme. Mais comment comprendre cela alors que la plupart du temps, ce sont des journalistes qui occupent ce poste de responsabilité? Bon, je pense que c'est même une faute de management que de faire des journalistes des responsables de communication. Parce que ceux qui ont fait les écoles de communication, moi, j'en ai pas fait. En tout cas, j'ai fait des formations en communication, mais je n'ai pas fait d'école de communication. Oui. Les métiers de communication institutionnelle, c'est des métiers séparés du journalisme. Et vous nous enseignez que le journalisme mène à tout. Non, c'est vous qui nous l'enseignez. C'est une litote pour dire qu'un journaliste peut se reconvertir en plein de choses. Peut se diversifier. En plein d'activités ou bien en plein de métiers. Comme celle-là. En plein de métiers. Mais c'est parce que ma consoeur, comment je l'ai dit comme si c'était une règle que les cellules de communication soient managées par les journalistes. Non, généralement, c'est eux qu'on retrouve dans ces cellules de communication. C'est ce que je voulais comprendre. Mais c'est la mauvaise acception des services de communication des structures, surtout des organismes publics. Il ne vous aura pas échappé que dans les pays qui sont suffisamment avancés, le métier de communication est un métier totalement séparé du journalisme. Et les spécialistes en communication sont des diplômés des instituts qui forment à la relation entre le public et les institutions. Non pas la relation entre les publics et l'information médiatique. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours de la réserve à considérer que le fait qu'il y ait les journalistes comment je le dis, dans ces administrations-là, soit une manière de faciliter l'accès. Est-ce que vous vraiment, bon, peut-être que si on pouvait le dire, vous pensez que le journaliste qui est, je ne sais pas qui est le chargé de la communication de la région du littoral, c'est quel journaliste encore? Je ne sais pas si qu'il y en ait un, sauf si c'est le délégué régional à la communication de... Généralement, c'est lui qui est le lien entre la région et les médias. Pour ne pas dire c'est elle dans le cas du littoral. Il vous souvient que avant que le gouverneur ne sorte et qu'il ou elle soit embarqué dans la délégation du gouverneur, quand vous prenez votre téléphone, quand il y a une difficulté où il y a eu 2 ou 3 mois auparavant, en marge de la fête nationale du 20 mai, un document qui a circulé relatif à une histoire où le préfet et le gouverneur auraient demandé aux communes de faire des collectes, de reverser je crois des collectes, 5 millions de francs CFA par commune. Vous pensez que à cet instant-là, si vous aviez pris votre téléphone pour appeler le délégué régional à la communication ou le journaliste chargé de la communication à la région, il vous aura répondu tout de suite. Alors que, partant des réseaux sociaux, justement, l'information est plus encore, l'information médiatique est plus encore une denrée périssable. Pourquoi? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on considère que quand les journalistes professionnels n'ont pas fait leur job en bon temps pour authentifier les journalistes, et c'est pour ça que je dis toujours à mes jeunes confrères que les réseaux sociaux ne peuvent pas affecter la pratique de ce métier. Au contraire, tout à fait. Aujourd'hui plus qu'hier, parce que hier on était seuls, les journalistes étaient presque, les journalistes traditionnels étaient presque les seuls, les médias traditionnels étaient presque les seules sources d'information entre guillemets fiables. Avec les réseaux sociaux, nous avons plus d'exigences, notamment les publics ont plus d'exigences à notre égard, parce que ils sont envahis, le public est envahi par un ensemble de choses qui alternent entre les fake news, entre les intox, entre les infox, entre tout ce qui est susceptible de perdre l'opinion
pour ne pas qu'on s'intéresse à l'essentiel. Mais dans le fast-food informationnel, Alex Gustave Azé-Bazé, est-ce que de trop attendre, de trop bien traiter, je n'ai pas dit de très bien, mais de vouloir trop bien traiter l'information ne fait pas que l'auditeur, le téléspectateur passe à autre chose parce qu'il s'abreuve à la source des réseaux sociaux que certains considèrent comme vérité d'évangile. D'ailleurs, ils ont érigé certains d'entre les lanceurs d'alerte et autres blogueurs en vrais journalistes. Didier, ni moi, ni aucun leader de médias n'accepterait que le journaliste considère que parce qu'il y a la course, il y a plus la course à l'influençage, je ne sais pas comment. À l'influence. Permettez-moi ce néologisme. Que ça exonère ceux qui, comme vous et moi, sont astreints à un certain nombre à des règles connues, ce qu'on appelle les canons du métier de journaliste. Oui. La vérification, l'authentification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il restera toute chose égale par ailleurs. Je vois sur les réseaux sociaux, moi quand je me trompe sur les réseaux sociaux, les gens sont plus violents à mon égard que quand il s'agit de ce que vous appelez le lanceur d'alerte. Oui. C'est-à-dire que quand je me laisse aller à une information qui est douteuse, mais les gens ne me le pardonnent pas. Alors que bon, après, vous entendez le lanceur d'alerte, là, il ne veut pas... Après, il y a des gens qui ont exercé à un moment donné comme journalistes et qui sont installés comme lanceurs d'alerte. C'est des choix, je ne juge pas. Mais je dis que ceux qui restent, qui continuent à faire ce métier et qui ne va jamais disparaître, en tout cas qui ne va jamais avoir pour concurrent les lanceurs d'alerte, sauf si on fait le journalisme juste pour avoir de l'argent, ils doivent savoir que c'est dans les espaces médiatiques traditionnels, c'est-à-dire à la radio, dans la presse écrite, à la télévision, que les publics recherchent l'information de qualité. L'information qui détermine les citoyens dans une démocratie pour la prise de décision conséquente. C'est-à-dire, si vous voulez, en matière électorale, si vous voulez choisir entre le candidat du RDPC et le candidat du SDF ou du MRC, mais il faut bien que vous soyez, que ce que ABK est souvent rapporté sur ces parties-là, je les cite, il y en a d'autres, il y a le PCRN, il y a une foultitude, le Cameroun en a 300. Mais je cite ceux qui, de mon point de vue, sont importants. Et j'assume de dire que les 4 ou 5 que je viens de citer sont les partis les plus importants. Peut-être on parlera de l'UDC, l'UNDP et tous les autres. Citez à nouveau les 5. Pardon ? Citez les 5. Le MRC, le RDPC, le SDF, le PCRN, l'UDC. Ça vous arrache un sourire. L'UDC, l'UNDP, même si c'est un parti de la majorité gouvernementale. D'accord. Et parce que ils ont une base sociologique. J'ai bien dit, une base sociale importante. Oui. Parce que contrairement à ce que j'entends souvent dire, un parti n'est pas seulement important quand il a des élus. On peut choisir de ne pas aller aux élections. Dans la définition du petit parti politique change. Oui, dans le fond, mais à partir de là. Vous savez, si vous laissez... Bon, peut-être que ce n'était pas l'objet de notre entretien. Si Bien on sûr, choisit au Cameroun de tenir ou d'accompagner le discours officiel, on considérera que une revendication politique n'a pas de sens si le gouvernement n'y répond pas. Or, personne ne prendra jamais les armes pour obliger un gouvernement à ne pas répondre. C'est exactement comme nous. Nous plaidons, par exemple, que le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun, à travers l'institution exécutive qui est censée être la plus représentative du gouvernement, adopte et institue au Cameroun une loi garantissant l'accès des citoyens et donc les journalistes à l'information publique. S'il ne le fait pas, nous ne pouvons que plaider. Il ne nous viendra jamais de mettre une arme sur la tempe du ministre de la Communication et de ses collègues, ou le Premier ministre et le Président de la République, pour que cette loi soit adoptée. Mais on souhaite que cela soit fait le mieux possible, parce que quand les pays qui ont adopté des lois garantissant l'accès à l'information ont vu leur rating, leur notation en matière d'ouverture, en matière de protection, de transparence, évoluer positivement. Je me souviens quand la Sierra Leone, j'aime souvent prendre ce pays parce qu'il est plus petit que le Cameroun, mais dans la perception
des organismes de lutte contre la corruption. Lorsque le gouvernement sierra-léonais a adopté la loi Freedom of Information Act, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, leur classement a bondi de 18 points. On a considéré que voilà un gouvernement qui crée des conditions pour que les citoyens puissent engager ses membres dans la transparence des activités publiques. Or, vous savez très bien que là où il n'y a pas de transparence des activités publiques, il y a corruption. Et la question de l'accès à l'information vise aussi à limiter les zones grises et les zones d'ombre dans la gestion publique. Quel est l'outil? Et à propos justement de cet accès à l'information du public, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les journalistes sont exempts de tout reproche? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les journalistes camerounais, en fait les médias de manière générale, donnent au public l'information de qualité à laquelle il a droit? Parce qu'aujourd'hui on voit parfois des titres barrés des unes pour lesquels on a l'impression qu'il s'agit beaucoup plus de servir des intérêts personnels plutôt que de donner l'information juste au public. Mon propos ce matin n'est pas de juger la production journalistique. Le public également a accès à l'information. Je l'ai dit à l'entame de notre entretien, que pour attendre le meilleur, pour être exigeant à l'endroit des journalistes, c'est-à-dire ces médiateurs entre le public et les détenteurs d'enjeux, les détenteurs de pouvoir. Il faut s'assurer. C'est pour ça que cette bataille ne doit pas être réservée aux seuls journalistes. Ceux qui ont compris l'enjeu ailleurs créent des coalitions des acteurs civils, politiques et médias pour porter les plaidoyers visant à amener les pouvoirs publics, notamment les législateurs entendus comme le gouvernement ou les parlementaires, à adopter de telles lois. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'exiger le meilleur de quelqu'un à qui vous n'avez pas donné l'essentiel. Moi, je suis parent. Quand je n'ai pas payé l'école de l'enfant, je ne peux pas lui demander de faire le miracle. Parce que d'ailleurs, il ne va pas entrer en classe. Je vais dire, dans les écoles qui sont payantes. Après, au Cameroun, aujourd'hui, toutes les écoles sont payantes, y compris les écoles publiques. Tout à fait. C'est une digression. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Si nous n'intégrons pas que le gouvernement, les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, pris au sens américain, au sens large du terme, c'est-à-dire l'exécutif, le parlement, le judiciaire, ont des obligations vis-à-vis des citoyens. On va toujours penser que c'est une faveur qu'ils font aux citoyens en collaborant avec les journalistes quand les journalistes les sollicitent ou bien quand ils veulent vérifier les informations ou bien quand il s'agit d'amener les pouvoirs publics à rendre compte. À rendre compte de quoi? De leur action, de leur politique, de leur décision. Rendre compte, être redevable de son action, n'est pas une faveur. C'est inscrit dans l'impérium public. L'impérium public. Et un gouvernement n'existe pas en fait pour lui. Il existe pour les citoyens qui lui ont délégué leur souveraineté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce du fait donc de cette insuffisance de moyens mis à la disposition des hommes de médias qu'il faudrait mettre à la disposition du public des informations qui ne sont pas vérifiées? Il ne vous aura pas échappé que je considère que vous parlez peut-être des médias, mais je parle des journalistes. Ah oui. La définition du journaliste n'est pas simplement, comment je vais dire, cette personne qui a un diplôme de l'école de formation, d'une école de formation au journalisme. C'est quelqu'un qui exerce au quotidien la profession, le métier de collecte et traitement et diffusion des informations. Tout à fait d'accord avec vous. En se soumettant au code et charte éthique. Au code et charte éthique. Moi, ceux qui font autre chose ne font pas le journalisme. C'est-à-dire que des gens qui ont des publications qu'on découvre aujourd'hui sur Internet, on voit des unes. Des gens m'ont expliqué qu'il existe aujourd'hui au Cameroun des directeurs de publication dont leurs publications, dont les unes
que vous voyez diffusés ne sont pas en kiosque. Ne sont pas en kiosque. Oui. Si on fait un benchmark, d'ailleurs, lors de la journée internationale de la liberté de la presse, qui s'est tenue le 3 mars à Yaoundé, nous avons échangé sur le phénomène. Mais les pouvoirs publics se coltinent ces gens-là. Quand je parle des pouvoirs publics. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que les choses changent? Il faut que les organisations professionnelles. Ah oui. Et c'est quoi les organisations professionnelles? C'est les syndicats véritablement professionnels. Ah oui. C'est les associations professionnelles. Malheureusement aujourd'hui. Il n'y en a pas au Cameroun? Mais il y en a. Il faut que les journalistes y adhèrent. Il faut que les journalistes adhèrent suffisamment pour tenir les dirigeants de Quels sont ces... je pense que autour de votre table, vous avez Didier Kwamo, un membre de l'exécutif de, je crois, du SNIC dans le littoral. Absolument. Une de vos collègues est présidente régionale. La présidente est Cathy Mincha. Je suis son trésorier. Donc, qu'est-ce que j'entends? Moi, j'insiste sur cette question-là. Pourquoi? Parce que l'autre faute que les citoyens, et c'est un phénomène général dans notre pays, c'est qu'on adhère très peu aux associations collectives au travers desquelles on peut créer des espaces de discussion, de conversation, de dialogue et d'autocritique. On reste au bord de la route et on fait de la leçon à ceux qui sont aux manettes. Oui. Moi, je suis membre fondateur du SNIC. Je suis past président, comme vos camarades m'appellent aujourd'hui, ou je suis président émérite ou leader émérite. Mais il m'arrive, je reste membre, je paye chaque année mon adhésion pour continuer à être membre du SNIC, même si je travaille beaucoup plus aujourd'hui, comme journaliste indépendant. Et chaque fois, j'appelle soit votre présidente pour discuter avec elle, pour attirer son attention sur ce que je vois ses camarades ou nos camarades ne pas faire comme il se devrait, ne pas faire comme les règles éthiques et professionnelles. Mais c'est dans ces cadres-là que le dialogue se fait. Le CNC existe. Au départ, le SNIC, c'est, comment je le dis, à critiquer les modalités de mise en œuvre du SNC, du Conseil national de la communication, en estimant que c'est un organe administratif qui a été décrété du haut par la politique. Évidemment, il y a un certain travail que le SNC fait aujourd'hui. On peut aimer, on peut ne pas aimer. On en prend acte. En tout cas, pour ce qui me concerne. Je ne suis pas le porte-parole du SNJC, mais je constate que récemment, sur un certain nombre de comportements à travers... Parlant du CNC. Oui, sur un certain nombre de comportements à travers les débats, audiovisuels, beaucoup d'entre nous ont protesté. Peut-être à titre personnel, où le CNC a rendu public une déclaration sous forme de mise en garde des animateurs de médias pour leur dire que vous avez une responsabilité. Vous avez la responsabilité de ne pas laisser les espaces que vous animez être des champs d'expression de la violence, la violence basse. Parce que dans ce pays, quand vous parlez fermement, quand vous réaffirmez les principes auxquels vous croyez, certains disent que vous êtes violent, ce qui est faux. Moi qui parle, quand je parle de la liberté d'expression ou de la liberté de presse, je parle avec passion. Il ne s'agissait pas de ce que vous avez l'habitude de faire. Pardon? Il ne s'agissait pas de votre façon de vous exprimer à vous, en fait, ce que vous avez l'habitude de faire. On nous a servi autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire. Oui, tout à fait. Non, à ce moment-là, oui. Je suis en train de vous dire que tout en restant dans la posture historique du SNIC, qui est d'être réservé par rapport à l'organe administratif qu'on appelait le SNIC. Mais nous avons interpellé le SNIC qui a pris un acte pour attirer l'attention des animateurs de médias, que nous avons salué de toutes les façons. Moi, je n'ai pas critiqué cet acte-là, parce qu'auparavant, nous avions critiqué l'attitude d'un certain nombre d'intervenants dans les médias et qui ne sont pas dans les médias parce qu'ils choisissent de venir aux médias. C'est les journalistes qui les y invitent. Tout à fait. C'est-à-dire que si Didier, toi-même et mon confrère, Brigadier, vous savez que quelqu'un vient faire les scandales tous les jours sur les plateaux, vient tenir un discours inapproprié sur les antennes et vous l'invitez tout le temps, mais c'est vous qui, en tant que journaliste, êtes un problème. Mais ils appellent ça, de nos jours, ils appellent ça un bon client. Merci beaucoup.
un bon client. Je suis désolé, Didier. Ouais, c'est vous qui. Je suis désolé, pardon. Le journaliste, peut-être à l'heure de ce que vous appelez le buzz. C'est ça. Le journalisme n'est pas fait pour faire du buzz. Par hasard, vous pouvez traiter un bon sujet qui fait le buzz. Oui. Mais on ne peut pas faire le buzz tous les jours. Laissez ça aux gens qui n'ont pas fait ce métier ou bien qui ne sont pas outillés, qui ne sont pas formés aux règles, aux principes d'exercice de ce métier. Vous ne pouvez pas. Ceux qui considèrent qu'ils sont assis sur les antennes, parce que c'est comme ça qu'on brûle la société. En laissant n'importe qui dire n'importe quoi, sur n'importe quel ton, alors que les médias sont les espaces de construction d'une société de démocratie et de paix. Construire une société de démocratie et de paix ne signifie pas mentir. Tout à fait. Ne signifie pas réprimer les libertés. Oui. Ne signifie pas interdire aux journalistes de critiquer le gouvernement, interdire aux journalistes de critiquer le parti au pouvoir, ou interdire aux journalistes de critiquer les acteurs du système public. C'est de dire que quand vous critiquez, vous y mettez de la forme, vous y mettez des manières. Vous vous assurez que vous n'êtes pas à la lisière entre la violation des règles professionnelles qui sont les vôtres, les nôtres, et de la loi de la République ou des codes des chartes universelles qui organisent l'exercice de ce métier et qui garantissent cette liberté d'expression. Et on est en train de changer. Le thème de la journée internationale d'accès à la liberté, à l'accès à l'information cette année, c'est quoi l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information. L'accès à l'information. Oui. Autant la communauté des activistes auxquels certains de nous, à laquelle certains de nous appartiennent, luttent chaque jour pour que l'espace en ligne ne subisse aucune restriction. Oui. Autant nous n'accepterons pas que des gens, surtout les professionnels, en tout cas pour ce qui me concerne, utilisent Internet, les réseaux sociaux, pour promouvoir la haine, pour promouvoir les discours violents, pour promouvoir l'atteinte à la vie privée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que ces trois questions-là, ces trois valeurs-là, sont considérées dans les chartes et codes déontologiques du journalisme comme étant des domaines qui font l'objet d'une inviolabilité. Un journaliste ne peut pas, parce qu'il dit qu'il a la liberté d'expression, porter atteinte à la vie privée d'un citoyen. Un journaliste ne peut pas. Il ne doit pas. Il ne doit pas. Mais qu'est-ce qu'on dit de la presse people, par exemple, qui s'y intéresse? Mais vous voyez très bien comment on les condamne, on les condamne systématiquement. Oui, bien, cher ami. Vous voyez très bien, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Je préfère parler des pays où la justice fonctionne de manière assez transparente, assez régulière. Tout à fait. Vous voyez très bien comment la presse people, elle sait, elle-même, des capitaux importants de côté pour faire face à ces procès-là. Oui. Il faut que nous arrivions progressivement à cela. Pourquoi? Parce que je considère, ou je suis de ceux qui considèrent que la liberté, c'est le principe, la restriction, c'est l'exception. Mais la liberté s'exerce dans un cadre où les principes gouvernants sont connus. Quand les principes qui gouvernent la liberté sont connus. Oui. Moi, j'ai entendu, par exemple, le ministre de la communication. Votre ministre de tutelle. Notre ministre. Le ministre de la communication. René Emmanuel Vous avez du mal à le dire. Hein, non, je suis sous la tutelle de personne. C'est un journaliste indépendant désormais. Non, même quand j'étais directeur de publication, je considère pas. Il n'a jamais considéré. Je ne considère pas que le gouvernement n'est pas. Les médias sont par principe, y compris les médias publics, sont par principe indépendants. Comment est-ce qu'on construit l'indépendance des médias? En ne s'érigeant pas systématiquement en porte-voix d'un camp contre l'autre. Je n'ai pas dit la neutralité, parce qu'il n'existe pas de neutralité dans la pratique de ce métier. Mais il existe le respect des règles et des principes. L'objectivité, c'est relatif. Il existe dans la pratique du métier de journaliste l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'un journaliste peut se tromper parce que il a sollicité un ensemble de sources qui sont concertées pour l'abuser. Oui. C'est ça. Mais si vous attribuez vos informations à ces sources-là, aucun organe de sanction ne vous
ne vous fera le Il se procès. sera trompé de bonne foi. Vous vous serez trompé de bonne foi. Tout à fait.